L'année 486 marque un tournant radical dans l'histoire de la Gaule. C'est le moment où le dernier vestige de l'Empire romain en territoire gaulois s'apprête à disparaître sous les coups d'un jeune roi barbare de 20 ans. Clovis, chef des Francs-Saliens, va affronter Syagrius, le dernier représentant du pouvoir romain au nord de la Loire. Cette bataille décisive va redessiner la carte politique de la Gaule et ouvrir la voie à la naissance de la France médiévale. 10 ans plus tôt, en 476, l'Empire romain d'Occident a vécu ses derniers instants. Romulus Augustule, le dernier empereur, a été déposé par Odoacre, un chef barbare qui gouverne désormais l'Italie, au nom de l'empereur d'Orient. La Gaule se retrouve fragmentée entre plusieurs royaumes barbares qui se disputent les territoires autrefois unis sous l'aigle romaine. Au sud, les Wisigoths dominent l'Aquitaine depuis leur capitale de Toulouse. Ces guerriers germaniques convertis à l'arianisme contrôlent un vaste territoire qui s'étend jusqu'aux Pyrénées. À l'est, les Burgondes occupent la vallée du Rhône et établissent leur puissance autour de Lyon. Plus loin encore, les Alamans menacent constamment les frontières orientales. Mais au nord de la Loire subsiste une enclave gallo-romaine remarquable. Syagrius, fils du général Ægidius, maintient une administration d'inspiration romaine sur un territoire qui s'étend approximativement de la Loire à la Somme. Grégoire de Tours, notre principale source sur cette période, le qualifie de roi des Romains. Ce titre mérite qu'on s'y attarde. Syagrius n'est pas vraiment un empereur, encore moins un consul. Il incarne plutôt la continuité d'une autorité romaine qui refuse de s'éteindre. Son domaine, souvent appelé le royaume de Soissons, constitue un îlot de romanité dans un océan barbare. Les routes romaines y sont encore entretenues. L'administration fonctionne selon les anciens principes impériaux et la population parle latin. Les élites gallo-romaines, ces aristocrates qui ont su traverser les tempêtes politiques, voient en Syagrius leur dernier rempart contre la déferlante germanique. Soissons elle-même représente un centre stratégique de premier ordre. Cette ville possède des fortifications solides, un théâtre, des thermes, des villas somptueuses. Elle a conservé l'infrastructure d'une grande cité romaine. Le palais où réside Syagrius témoigne de la grandeur passée de l'Empire. C'est de là qu'il gouverne son territoire et commande ses troupes. Mais cette enclave romaine vit sur du temps emprunté. Isolée, sans soutien extérieur véritable, elle doit sa survie à un équilibre précaire entre les différentes forces qui l'entourent. Syagrius a longtemps coexisté avec Childéric, le roi des Francs-Saliens établi à Tournai. Entre ces deux hommes existait une forme de respect mutuel, peut-être même une collaboration tacite. Tous deux commandaient des troupes, tous deux défendaient leur territoire contre les menaces extérieures. Cette coexistence reposait sur une réalité complexe. La frontière entre Francs et Romains n'était pas toujours claire. Des guerriers francs servaient sous commandement romain, tandis que des gallo-romains reconnaissaient l'autorité de chefs francs. C'était un monde où les identités ethniques et politiques se chevauchèrent de manière fluide. Pour comprendre l'ascension de Clovis, il faut d'abord saisir l'héritage laissé par son père Childéric. Ce roi des Francs-Saliens était un personnage fascinant, à mi-chemin entre le chef barbare et le général romain. Établi à Tournai vers 457, il a construit son pouvoir en jouant habilement sur plusieurs tableaux. Childéric était païen, comme tous les Francs de son époque. Ces guerriers adoraient les dieux germaniques et perpétuaient les traditions martiales de leurs ancêtres. Pourtant, ce roi barbare entretenait d'excellentes relations avec les autorités romaines et l'Église catholique. Il avait même combattu aux côtés du général Aetius lors de la bataille des champs cataloniques en 451, où les Huns d'Attila avaient été repoussés. Cette capacité à naviguer entre deux mondes faisait sa force. Childéric comprenait que l'avenir appartenait à ceux qui sauraient fusionner l'efficacité militaire germanique avec la sophistication administrative romaine. Il parlait probablement latin, en plus de sa langue franque. Il connaissait les protocoles diplomatiques romains. Il savait quand porter la cuirasse d'un général romain et quand revêtir les fourrures d'un chef tribal. Son royaume était modeste, mais stratégiquement positionné. La région autour de Tournai constituait un carrefour commercial et militaire. De là, il pouvait surveiller les mouvements des autres tribus franques au nord et garder un œil sur les développements au sud, dans les territoires contrôlés par Syagrius. Les relations entre Childéric et Syagrius ont traversé plusieurs phases. Dans les années 470, ils semblent avoir collaboré, partageant peut-être même une forme d'autorité conjointe sur certains territoires. Mais à partir de 476, après la chute de l'Empire d'Occident, les tensions se sont accrues.
Syagrius a refusé de reconnaître Odoacre, le nouveau maître de l'Italie. Il s'est tourné vers les Wisigoths pour chercher du soutien. Cette décision l'a placé en opposition directe avec Childéric, qui avait fait allégeance à Odoacre. Un épisode révélateur de cette période concerne le siège de Paris. Vers 476, Childéric a assiégé la ville, cherchant à la prendre à Syagrius. Paris représentait un centre commercial crucial, et son contrôle aurait renforcé considérablement la position de Childéric. Mais une femme extraordinaire a contrecarré ses plans, Geneviève, la future sainte patronne de Paris. Geneviève était une figure religieuse influente, profondément catholique, qui s'opposait à l'arianisme des Wisigoths. Elle voyait en Syagrius un allié dangereux des hérétiques ariens. Pourtant, elle a réussi à ravitailler Paris malgré le siège, permettant à la ville de résister. Finalement, elle a négocié avec Childéric, l'encourageant à lever le siège. Cette femme, d'origine franque, a perçu que l'avenir de la Gaule catholique passait peut-être par les francs païens plutôt que par les Wisigoths ariens. Quand Childéric meurt vers 481, il laisse à son fils un héritage précieux. Le royaume des Francs saliens est consolidé, respecté par ses voisins, doté d'une armée efficace. Les routes commerciales fonctionnent, les alliances sont en place. Childéric a également établi des relations avec l'épiscopat catholique, jetant les bases d'une future collaboration entre les Francs et l'Église. Sa tombe, découverte à Tournai en 1653, révèle l'étendue de sa richesse et de son prestige. On y a trouvé des armes magnifiques, des bijoux en or, des pièces de monnaie romaine et byzantine, et surtout son anneau sigillaire portant son nom. Ce trésor témoigne d'un roi qui avait su accumuler pouvoir et fortune en jouant habilement le jeu politique de son époque. En 481, Clovis n'a qu'environ 15 ans quand il monte sur le trône. Pour un adolescent, hériter d'un royaume représente un défi immense. Mais ce jeune homme n'est pas un roi ordinaire. Élevé dans la tradition guerrière franque, il a appris à monter à cheval, à manier les armes, à commander des hommes au combat. Son éducation a probablement aussi inclus des leçons sur l'administration romaine et la diplomatie. Le nom Clovis vient du francique Clodovec, qui signifie « illustre au combat ». Ce prénom allait devenir prophétique. Le jeune roi va rapidement démontrer qu'il possède non seulement le courage d'un guerrier, mais aussi l'intelligence stratégique d'un grand chef politique. À son avènement, Clovis règne sur un territoire relativement restreint. La Belgique seconde, qui s'étend entre l'Escaut et la Somme, constitue son domaine héréditaire. Mais d'autres chefs francs contrôlent des régions voisines. Ragnacaire règne à Cambrai. Chalaric gouverne Tongres. Ces rois francs sont indépendants et leur loyauté envers Clovis n'est pas acquise d'emblée. Le jeune roi comprend immédiatement qu'il doit affirmer son autorité. S'il veut réussir où tant d'autres ont échoué, il doit unifier les tribus franques sous son commandement. Mais il voit aussi plus loin. Au sud s'étend le riche territoire de Syagrius, avec ses villes prospères, ses routes bien entretenues, sa population nombreuse. Conquérir ce royaume multiplierait par 2 la puissance de Clovis. Plusieurs facteurs poussent le jeune roi à agir rapidement contre Syagrius. D'abord, la mort de Childéric a créé un vide de pouvoir. Syagrius a peut-être tenté de prendre le contrôle de l'armée de la Loire, cette force militaire qui avait longtemps servi sous le commandement conjoint de Childéric et d'Égidius. Si Clovis ne réagit pas vite, il risque de perdre l'influence que son père avait patiemment construite. Ensuite, la situation géopolitique favorise une offensive. Les Wisigoths, bien que puissants, sont loin. Les Burgondes sont occupés par leurs propres affaires. Aucune grande puissance ne viendra au secours de Syagrius en cas d'attaque. Le général romain est isolé, vulnérable. Enfin, Clovis sait qu'une victoire sur Syagrius lui apporterait un prestige immense. Il ne serait plus simplement le roi d'une tribu franque parmi d'autres. Il deviendrait le conquérant du dernier bastion romain en Gaule, le chef capable de réaliser ce que personne n'avait accompli avant lui. Mais Clovis ne peut pas agir seul. Son armée, bien que redoutable, n'est pas assez nombreuse pour garantir la victoire. Il doit forger des alliances avec d'autres chefs francs. Il se tourne vers Ragnacaire, son parent, qui règne à Cambrai. Ragnacaire possède des troupes expérimentées et contrôle un territoire stratégique. Clovis lui promet une part du butin et un rôle important dans la campagne à venir. Il approche également Chalaric, le roi de Tongres. Mais ce dernier se montre plus hésitant. Chalaric est un calculateur, un homme qui préfère attendre de voir de quel côté penche la balance avant de s'engager. Il accepte nominalement de participer à l'expédition, mais Clovis sent qu'on ne peut pas vraiment compter sur lui. Ces négociations prennent du temps. Il faut convaincre, promettre, menacer parfois. Clovis démontre déjà ses talents de diplomate. Il sait parler aux guerriers francs dans leur langue,
invoquer l'honneur et la gloire du combat. Mais il sait aussi évoquer les richesses qui les attendent, les terres fertiles, les villes prospères qu'ils pourront piller et conquérir. Pendant ce temps, Syagrius n'est pas inactif. Il a forcément entendu parler des préparatifs de Clovis. Ses espions lui rapportent les mouvements de troupes au nord. Il renforce les défenses de Soissons, rassemble ses propres forces, envoie peut-être des messages aux Wisigoths pour solliciter leur aide en cas de besoin. Mais Syagrius fait face à un problème fondamental. Son armée, bien qu'organisée selon les principes militaires romains, n'est plus ce qu'elle était. La 25e Légion, qui constitue le cœur de ses forces, a perdu beaucoup de son effectif et de sa cohésion au fil des ans. Les milices locales de Soissons et des villes environnantes complètent ses troupes, mais ce sont des soldats moins entraînés, moins disciplinés que les légionnaires d'autrefois. De plus, Syagrius doit faire face à un problème de loyauté. Sa population est majoritairement gallo-romaine, catholique, tandis que lui-même s'est rapproché des Wisigoths ariens. Cette alliance contre nature suscite des tensions. Les évêques catholiques, des hommes puissants qui influencent l'opinion publique, voient d'un mauvais œil cette collaboration avec les hérétiques. Au printemps 486, Clovis donne le signal du départ. Ses guerriers quittent Tournai, rejoints en chemin par les troupes de Ragnacair. L'armée franque qui se dirige vers le sud n'est pas immense selon les standards de l'époque. Les historiens estiment qu'elle compte entre 5 et 6 000 combattants, peut-être un peu plus avec les contingents alliés. Mais c'est une force redoutable, composée de guerriers aguerris, motivés par la perspective du butin. Les Francs sont des fantassins exceptionnels. Leur arme favorite, la francisque, est une hache de jet à double tranchant qu'ils manient avec une précision mortelle. À courte distance, ils peuvent lancer ces armes avec une force terrifiante, brisant les boucliers et fracassant les crânes. Au corps à corps, ils utilisent des épées longues, des lances, des scramasax, ces couteaux de combat caractéristiques de leur culture. Mais ce qui rend les Francs vraiment dangereux, c'est leur tactique de combat. Ils attaquent en formation compacte, le mur de bouclier bien serré, avançant inexorablement vers l'ennemi. Quand la distance se réduit, ils lancent leurs francisques en volée, créant le chaos dans les rangs adverses. Puis ils chargent avec une férocité qui terrifie leurs adversaires. Ces guerriers ne connaissent pas la peur. Leur culture valorise le courage au combat au-dessus de tout. Mourir au combat est un honneur, fuir une honte éternelle. Ils se battent non seulement pour leur roi, mais pour leur propre gloire, pour l'honneur de leur clan, pour le butin qu'ils pourront rapporter chez eux. L'armée progresse vers le sud en suivant les anciennes voies romaines. Clovis sait qu'il doit agir vite. Plus il attend, plus Syagrius aura le temps de se préparer, de rassembler des renforts, peut-être même de recevoir l'aide des Wisigoths. La rapidité est essentielle. Quand ils arrivent en vue de Soissons, Clovis envoie un messager à Syagrius. Selon la coutume germanique, il faut défier son ennemi avant de l'attaquer. Le message est direct. Syagrius doit choisir le lieu et le moment de la bataille. C'est à la fois une question d'honneur et une manœuvre tactique. En donnant à Syagrius l'illusion du choix, Clovis l'oblige à sortir de ses fortifications. Syagrius se retrouve face à un dilemme cruel. S'il refuse le combat et se barricade dans Soissons, il paraîtra lâche aux yeux de ses propres hommes. De plus, un siège prolongé épuisera ses ressources et donnera à Clovis le temps de ravager la campagne environnante. Mais s'il accepte la bataille en rase campagne, il risque tout sur un seul affrontement. Le général romain choisit de se battre. Cette décision révèle peut-être une confiance excessive en ses capacités militaires. Syagrius a commandé des troupes pendant des années. Il connaît l'art de la guerre à la romaine. Il pense peut-être que sa cavalerie et son organisation tactique supérieure lui donneront l'avantage sur ces barbares. Le lieu choisi pour la bataille se situe probablement près de Juvigny, non loin de la rivière Ailette, au nord de Soissons. C'est un terrain relativement plat, propice aux manœuvres militaires. Les deux armées se font face, séparées par quelques centaines de mètres. L'air est tendu. Les guerriers francs frappent à leurs boucliers avec leurs armes, créant un vacarme assourdissant destiné à intimider l'ennemi. Du côté de Syagrius, les troupes sont moins impressionnantes qu'on pourrait l'espérer. La 20e Légion tente de maintenir les standards romains avec ses rangs ordonnés et ses enseignes déployées. Mais beaucoup de ces hommes sont des recrues locales, pas des légionnaires professionnels. Les milices de Soissons et des villes voisines complètent les effectifs, portant le total à peut-être 10 à 15 000 hommes. C'est supérieur en nombre aux forces franques, mais la qualité compte autant que la quantité. Clovis remarque l'absence de Chalaric et de ses troupes. Le roi de Tongres a tenu parole en apparence, mais son armée s'est positionnée à l'écart du champ de bataille, comme spectatrice plutôt que participante.
Chalaric attend de voir qui va gagner avant de choisir son camp. Cette trahison potentielle enflamme la colère de Clovis, mais il ne peut rien y faire pour le moment. Il doit se concentrer sur la bataille qui s'annonce. Les premières lueurs de l'aube éclairent le champ de bataille. Syagrius déploie ses troupes selon les principes tactiques romains. L'infanterie lourde au centre, la cavalerie sur les flancs. Son plan est classique mais éprouvé. Tenir au centre pendant que la cavalerie enveloppe les flancs ennemis. Clovis dispose ses guerriers différemment. Les Francs forment une masse compacte, organisée en plusieurs vagues successives. Ragnacaire commande l'aile gauche avec ses hommes de Cambrai. Clovis lui-même prend position au centre, où le combat sera le plus intense. C'est là que les chefs francs se doivent d'être au cœur de la mêlée, inspirant leurs guerriers par leur bravoure. Le signal de l'attaque est donné. Les Francs se mettent en marche, avançant en rang serré vers les lignes romaines. Ils marchent d'abord lentement, méthodiquement, leurs boucliers formant un mur mobile. Puis, à mesure que la distance se réduit, leur allure s'accélère. Les cris de guerre résonnent. Les francisques commencent à voler. Ces haches de jet créent le chaos dans les rangs romains. Elles ne sont pas conçues pour tuer à tous les coups, mais pour briser les boucliers et désorganiser les formations. Un bouclier fendu devient inutile. Un soldat qui perd son bouclier panique, cherche à se protéger, recule. La belle ordonnance des lignes romaines commence à se défaire. Puis vient le choc brutal du contact. Les guerriers francs se jettent dans la mêlée avec une fureur déchaînée. Leurs épées longues fendent l'air, leurs lances cherchent les points faibles des armures. Le combat devient une affaire de force brute, de courage, de volonté de survivre. Et dans ce type d'affrontement, les Francs excellent. Les légionnaires de Syagrius tentent de tenir bon. Ils connaissent leur métier, gardent leur rang aussi bien qu'ils le peuvent. Mais ils font face à un ennemi qui ne recule pas, qui ne montre aucune peur, qui continue d'avancer même quand ses camarades tombent à ses côtés. Sur les flancs, la cavalerie de Syagrius tente sa manœuvre d'enveloppement, mais les troupes de Ragnacaire tiennent fermement leur position. Les cavaliers romains, peu nombreux et mal coordonnés, ne parviennent pas à percer. Ils tournent en rond, cherchant une ouverture, perdant leur élan. Au centre, la pression franque devient insoutenable. Clovis et ses meilleurs guerriers enfoncent progressivement les lignes adverses. Le jeune roi se bat comme un lion, sa présence au cœur du combat galvanisant ses hommes. Chaque fois qu'un guerrier franc hésite, il voit son roi en première ligne et retrouve son courage. Les milices locales, moins entraînées que les légionnaires, commencent à craquer. Des hommes fuient, d'autres jettent leurs armes. La panique est contagieuse. Une armée qui commence à se désintégrer est difficile à rallier. Syagrius voit sa bataille lui échapper. Il tente de rallier ses troupes, mais sa voix se perd dans le vacarme du combat. La 25e Légion tient encore, mais elle est isolée, submergée par la masse des guerriers francs. Le général comprend que la bataille est perdue. Face à ce désastre, Syagrius fait le choix qui va sceller son destin. Plutôt que de mourir sur le champ de bataille, il choisit de fuir. Cette décision peut paraître lâche, mais elle est aussi pragmatique. Vivant, il peut espérer rassembler de nouvelles forces, obtenir de l'aide, peut-être renverser la situation. Mort, il ne serait qu'un cadavre de plus sur un champ de bataille perdu. Avec une poignée de fidèles, il quitte le champ de bataille au plus fort de la mêlée. Sa fuite précipite l'effondrement final de son armée. Les soldats qui voient leur commandant partir perdent tout espoir. Certains se rendent, d'autres fuient dans toutes les directions. Beaucoup meurent sous les coups des Francs, lancés à leur poursuite. La bataille de Soissons se termine par une victoire écrasante de Clovis. Les pertes franques sont relativement légères. Du côté de Syagrius, c'est une hécatombe. Des milliers d'hommes jonchent le sol, tués ou blessés. La dernière armée romaine de Gaule n'existe plus. Soissons tombe sans résistance. La ville, privée de son armée, ouvre ses portes aux vainqueurs. Clovis entre dans la cité en conquérant, mais il n'ordonne pas le massacre de la population. Il comprend qu'il a besoin de ses Gallo-Romains, de leur expertise administrative, de leurs compétences. Il s'installe dans le palais de Syagrius, symbolisant ainsi la transmission du pouvoir. Le pillage, cependant, est inévitable. C'est la récompense que les guerriers francs attendent. Ils déferlent dans les rues, s'emparant de tout ce qui a de la valeur. Les demeures des riches sont vidées de leurs trésors. Les églises ne sont pas épargnées, malgré leur caractère sacré. C'est ici qu'intervient l'épisode fameux du vase de Soissons. Parmi le butin se trouve un magnifique vase liturgique, probablement en argent orné de pierres précieuses. L'évêque de Reims, Saint Remi, envoie un messager à Clovis pour réclamer sa restitution. Ce vase appartient à une église, dit-il. Il ne devrait pas faire partie du butin de guerre. Clovis accepte de rendre le vase, mais il y a un problème. Selon la tradition franque, le butin doit être partagé équitablement entre tous les guerriers par tirage au sort.
Le roi lui-même n'a droit qu'à sa part, ni plus ni moins. En acceptant de restituer le vase avant le partage, Clovis transgresse cette règle sacrée. Quand vient le moment du partage à Soissons, Clovis demande publiquement à ses hommes de lui accorder le vase en plus de sa part régulière. La plupart acquiescent volontiers. Ils respectent leur jeune roi et ce geste d'accommodement envers l'Église leur semble sage. Mais un guerrier, jaloux ou simplement attaché aux traditions, s'avance et frappe le vase de sa Francisque en criant « Tu ne recevras que ce que le sort te donnera vraiment ». Le silence tombe sur l'assemblée. Tous les regards se tournent vers Clovis. Comment va-t-il réagir à cet affront public? Le jeune roi ravale sa colère. Il prend le vase cabossé et le remet aux envoyés de Saint-Remy. Mais dans son cœur, la blessure reste ouverte. Un an plus tard, lors de l'inspection annuelle des troupes au Champ de Mars, Clovis passe devant le guerrier qui l'avait défié. Il examine ses armes et les déclare en mauvais état. Le soldat se penche pour ramasser son équipement jeté à terre. À ce moment, Clovis lève sa Francisque et lui fend le crâne en criant « Ainsi as-tu traité le vase de Soissons !» Cette vengeance froide et calculée envoie un message clair à tous les guerriers francs. Clovis peut être patient, mais il n'oublie jamais. Défier son autorité, même au nom des traditions, conduit à la mort. Le jeune roi établit ainsi un nouveau paradigme. Son pouvoir est absolu, sa volonté fait loi. L'épisode du vase révèle aussi la stratégie politique de Clovis. En restituant cet objet à l'Église, il gagne la faveur de Saint-Remy et des autres évêques catholiques. Ces hommes d'Église sont influents auprès de la population gallo-romaine. Leur soutien facilitera l'intégration des territoires conquis. Clovis, bien qu'encore païen, comprend l'importance de se concilier les bonnes grâces du clergé catholique. Pendant ce temps, Syagrius a fui vers le sud. Il ne s'arrête pas à Paris ou à Orléans. Il sait que ces villes tomberont rapidement aux mains de Clovis. Il poursuit sa route jusqu'à Toulouse, la capitale du royaume wisigoth. Là, il espère trouver refuge auprès d'Alaric II, le roi des Wisigoths. Les Wisigoths sont puissants. Ils contrôlent toute l'Aquitaine et une partie de l'Espagne. Leur cavalerie lourde est redoutable. Théoriquement, ils pourraient offrir à Syagrius les moyens de reprendre son royaume. Mais la politique internationale est plus complexe que les simples alliances. Clovis envoie immédiatement des émissaires à Toulouse. Son message à Alaric II est simple et brutal. « Livre-moi Syagrius, sinon je te déclare la guerre ». C'est un ultimatum audacieux venant d'un jeune roi qui vient à peine de remporter sa première grande victoire. Mais Clovis joue sur la psychologie de son adversaire. Alaric II se retrouve dans une position délicate. Accueillir Syagrius serait la chose honorable à faire. Mais déclencher une guerre contre les Francs pour un réfugié qui a déjà perdu son royaume. Les Wisigoths sont puissants, certes, mais ils ont leurs propres problèmes. Des tensions internes, des conflits avec d'autres peuples. Une guerre au nord les affaiblirait ailleurs. De plus, Alaric perçoit dans le jeune Clovis une menace future. Ce Franc a démontré son efficacité militaire et son ambition. Il vaut peut-être mieux l'amadouer maintenant plutôt que de le provoquer inutilement. Grégoire de Tours note que « la crainte est ordinaire aux Goths ». Cette phrase pourrait être une insulte gratuite de l'historien, mais elle reflète peut-être une réalité. Alaric a peur de Clovis. Le roi wisigoth fait livrer Syagrius aux émissaires francs. Le général romain, qui avait espéré trouver un allié, se retrouve enchaîné, trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance. On le ramène vers le nord, vers Clovis, vers son destin. La fin de Syagrius reste entourée de mystères. Grégoire de Tours dit simplement que Clovis le fit égorger secrètement. Pas d'exécution publique, pas de procès spectaculaire. Juste une mise à mort discrète, peut-être pour éviter d'en faire un martyr. Syagrius disparaît de l'histoire aussi silencieusement qu'il y était entré. Avec la chute de Syagrius, Clovis s'empare d'un territoire immense. Les villes de Soissons, Senlis, Beauvais, Paris passent sous son contrôle. La Seine devient sa nouvelle frontière sud. Il ne conquiert pas immédiatement toutes les terres jusqu'à la Loire. Sa stratégie est plus subtile. Plutôt que d'occuper militairement chaque cité, Clovis mène des raids de harcèlement. Il pille, il démoralise, il affaiblit la résistance. Les élites locales comprennent qu'il vaut mieux se soumettre pacifiquement que de subir les ravages de la guerre. Progressivement, Auxerre et Nantes reconnaissent son autorité vers 490, le royaume franc s'étend désormais sur tout le nord de la Gaule. Clovis abandonne Tournai et fait de Soissons sa nouvelle capitale. Ce choix est hautement symbolique. Il ne se contente pas de conquérir le royaume de Syagrius, il se pose en héritier du pouvoir romain. En s'installant dans le palais même où résidait le dernier représentant de Rome, il légitime sa domination aux yeux de la population gallo-romaine. Cette ville possède tous les avantages d'un centre de pouvoir. Ses fortifications sont solides. Ses infrastructures fonctionnent. Elle est bien située géographiquement,
au cœur du nouveau royaume. De là, Clovis peut rayonner dans toutes les directions, surveiller ses frontières, administrer ses territoires. Mais le jeune roi ne se repose pas sur ses lauriers. Sa victoire sur Syagrius n'est que le début de ses ambitions. Il doit maintenant consolider son pouvoir, éliminer les rivaux potentiels, étendre encore davantage son influence. Chalaric, le roi de Tongres qui avait refusé de combattre à Soissons, va payer cher sa trahison. Quelques années après la bataille, Clovis marche contre lui, le capture avec son fils et les force à accepter l'ordination comme diacre. Cette humiliation religieuse les disqualifie du pouvoir royal selon les traditions franques. Puis Clovis les fait exécuter discrètement, s'emparant de leur royaume. Ragnacaire, qui avait fidèlement combattu aux côtés de Clovis à Soissons, connaît un sort similaire. Malgré son aide précieuse lors de la bataille, il devient progressivement un rival gênant. Clovis le fait capturer et lui fend personnellement le crâne d'un coup de hache. Le royaume de Cambrai est annexé. D'autres rois francs subissent le même destin. Clovis élimine systématiquement tous les chefs qui pourraient contester son autorité. Cette série d'assassinats et de conquêtes transforme le paysage politique franc. De multiples royaumes indépendants, on passe à un seul royaume unifié sous un seul roi. Clovis devient le souverain incontesté de tous les Francs. Cette unification passe par le sang, certes, mais elle crée aussi une force nouvelle en Gaule. Les Francs ne sont plus divisés en tribus rivales. Ils forment désormais une puissance cohérente, capable de rivaliser avec les grands royaumes barbares. Vers 496, 10 ans après Soissons, Clovis fait face à une nouvelle menace. Les Alamans, un peuple germanique installé à l'est du Rhin, envahissent les territoires francs. Une bataille décisive s'engage près de Tolbiac, dans l'actuelle Allemagne. Le combat tourne mal pour les Francs. Les Alamans se battent avec férocité. Les lignes franques vacillent. Clovis lui-même se retrouve dans une situation désespérée. C'est à ce moment qu'il aurait fait un vœu qui changera l'histoire de la France. Selon la tradition rapportée par Grégoire de Tours, Clovis invoque le Dieu des chrétiens. Sa femme Clotilde, qu'il a épousée en 493, est catholique. Elle a souvent prié son mari de se convertir. Sur le champ de bataille, face à la défaite, Clovis s'écrie « Jésus-Christ, si tu me donnes la victoire, je me ferai baptiser en ton nom. » Le miracle se produit. Les troupes franques se ressaisissent. L'ennemi commence à reculer. Les Alamans sont vaincus. Clovis tient sa promesse. Il se fait baptiser à Reims, probablement en 496, certainement avant 506. L'évêque qui préside la cérémonie n'est autre que saint Remi, celui qui avait réclamé le vase de Soissons 10 ans plus tôt. Ce baptême représente un tournant majeur. Clovis devient le premier roi barbare à se convertir directement au catholicisme sans passer par l'arianisme. Les Wisigoths, les Burgondes, les Ostrogoths sont ariens. Cette différence théologique va donner à Clovis un avantage énorme. Les évêques catholiques de Gaule, qui représentent les élites gallo-romaines, voient en lui un champion de la foi orthodoxe. Ils le soutiennent activement contre les rois ariens. Quand Clovis attaque les Wisigoths ou les Burgondes, il ne fait pas seulement la guerre pour des territoires. Il mène une guerre sainte pour défendre la vraie foi contre les hérétiques. Cette alliance entre les Francs et l'Église catholique va structurer l'histoire de France pour les siècles à venir. Elle donne aux rois francs une légitimité religieuse unique. Elle facilite l'intégration des populations gallo-romaines. Elle crée les bases de ce qui deviendra la monarchie chrétienne française. Fort de son nouveau statut de champion catholique, Clovis se tourne vers le sud. Le royaume wisigoth d'Aquitaine, riche et puissant, devient sa prochaine cible. En 507, il lance une grande offensive contre Alaric II, le roi qui avait livré Syagrius 20 ans plus tôt. L'armée franque marche vers le sud, traversant la Loire. Des contingents burgondes et des milices gallo-romaines se joignent à Clovis. Cette fois, ce n'est pas seulement une guerre de conquête, c'est une croisade avant l'heure, catholique contre ariens. La bataille décisive a lieu à Vouillé, près de Poitiers. Le choc est brutal. Les deux armées se heurtent avec une violence extrême. Au cœur de la mêlée, Clovis affronte personnellement Alaric II. Dans un combat singulier digne des épopées, il tue le roi wisigoth de ses propres mains. La mort d'Alaric provoque l'effondrement de l'armée wisigoth. Les guerriers fuient en désordre. Clovis poursuit sa victoire. Il s'empare de Toulouse, la capitale wisigoth. Bordeaux et toute l'Aquitaine tombent sous son contrôle. Les Wisigoths sont repoussés au-delà des Pyrénées, en Espagne. Cette conquête fait de Clovis le maître de presque toute la Gaule. Seule la Provence, contrôlée par les Ostrogoths d'Italie, échappe encore à son autorité. Le royaume franc s'étend désormais de la Belgique aux Pyrénées, de l'Atlantique au Rhin. L'empereur byzantin Anastase reconnaît officiellement cette domination. Il envoie à Clovis les insignes du consulat.
Le roi franc revêt la pourpre impériale et ceint le diadème dans la basilique Saint-Martin de Tours. Ce geste symbolique donne à Clovis une légitimité romaine. Il n'est plus seulement un chef barbare, il est un dignitaire de l'Empire, le représentant légitime de Rome en Gaule. En 509, Clovis fait un choix qui aura des répercussions pendant plus de 1000 ans. Il quitte Soissons et établit sa capitale à Paris. Cette décision reflète son génie politique. Paris n'est pas la plus grande ville de Gaule. Lyon ou Arles sont plus importantes. Mais Paris possède des avantages stratégiques uniques. Elle est située sur une île de la Seine, naturellement défendable. Elle se trouve au centre géographique du royaume, permettant de rayonner dans toutes les directions. Elle possède une infrastructure romaine encore fonctionnelle. Surtout Paris a une dimension symbolique forte. C'était une résidence impériale sous le Bas-Empire. Julien y a été proclamé empereur. Valentinien y a résidé. En choisissant Paris, Clovis se place dans la continuité des empereurs romains. La présence de Sainte Geneviève joue aussi un rôle. Cette femme extraordinaire, qui avait négocié avec son père Childéric lors du siège de Paris, est toujours vivante. Elle bénit le choix de Clovis. Quand elle meurt vers 512, le roi fait construire une basilique pour abriter ses reliques. Cette église deviendra le panthéon des rois mérovingiens. De Paris, Clovis gouverne son vaste royaume. Il maintient l'administration romaine qu'il a trouvée. Les fonctionnaires gallo-romains continuent de travailler. Les impôts sont collectés selon les méthodes traditionnelles. Les routes romaines sont entretenues. Le commerce avec l'Orient se poursuit. Mais Clovis introduit aussi des éléments francs dans ce système. La loi salique, ce code juridique qui mélange tradition germanique et droit romain, est probablement rédigée sous son règne. Elle régira les Francs pendant des siècles. Quand Clovis meurt à Paris le 27 novembre 511, il laisse un royaume transformé. La bataille de Soissons, 25 ans plus tôt, avait été le point de départ de cette extraordinaire ascension. En écrasant Syagrius, le jeune roi de 20 ans avait mis fin aux derniers vestiges du pouvoir romain en Gaule. Il avait ouvert la voie à la domination franque. Mais Clovis avait fait plus que conquérir des territoires. Il avait créé une synthèse unique entre les traditions germaniques et l'héritage romain. Les Francs apportaient leur efficacité militaire, leur organisation tribale, leurs coutumes guerrières. Les Gallo-Romains fournissaient leur administration sophistiquée, leur culture latine, leurs compétences techniques. Cette fusion ne s'était pas faite sans heurts. Le vase de Soissons symbolisait les tensions entre l'autorité royale nouvelle et les traditions tribales anciennes. En brisant le crâne du guerrier qu'il avait défié, Clovis avait envoyé un message. Le temps de la démocratie tribale était révolu. L'autorité du roi était absolue. La conversion au catholicisme avait complété cette transformation. Elle avait donné aux Francs une légitimité qu'aucun autre peuple barbare ne possédait. Les Wisigoths, les Burgondes, les Ostrogoths étaient ariens, donc hérétiques aux yeux de l'Église. Les Francs étaient catholiques, donc orthodoxes. Cette différence leur valait le soutien des évêques, des élites gallo-romaines, de la papauté. Le royaume franc que Clovis légua à ses fils était immense, riche, puissant. Il s'étendait sur la quasi-totalité de la Gaule. Selon la tradition franque, ce royaume fut partagé entre ses 4 fils, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. Cette division créerait des problèmes par la suite, mais elle n'empêcherait pas les Mérovingiens de dominer l'Europe occidentale pendant 2 siècles. Au fil des siècles, la bataille de Soissons est devenue plus qu'un simple événement historique. Elle s'est transformée en mythe fondateur. Pour les rois de France médiévaux, Clovis était l'ancêtre prestigieux, le premier roi chrétien, celui qui avait uni la Gaule sous une seule couronne. L'épisode du vase, en particulier, a captivé l'imagination populaire. Il incarnait plusieurs thèmes puissants, le conflit entre tradition et modernité, l'affirmation de l'autorité royale, la justice différée mais implacable. Sous la Troisième République, les manuels scolaires ont fait du vase de Soissons un pilier du roman national français. Mais que savons-nous vraiment de ces événements ? Notre principale source reste Grégoire de Tours, qui écrivait un siècle après les faits. Il n'était pas témoin oculaire. Il s'appuyait sur des traditions orales, peut-être sur des documents perdus aujourd'hui. Son récit contient sûrement des approximations, des embellissements, des interprétations. Les historiens modernes débattent de nombreux détails. La date exacte de la bataille reste incertaine entre 486 et 491. Le nombre de combattants est difficile à établir. L'épisode du vase lui-même pourrait être une construction mythologique destinée à illustrer l'autorité de Clovis. Pourtant, le cœur de l'histoire reste solide. En 486 ou peu après, Clovis a bel et bien vaincu Syagrius. Cette victoire a marqué la fin du pouvoir romain en Gaule septentrionale.
Elle a permis aux Francs de s'imposer comme la force dominante. Elle a ouvert la voie à la création du royaume mérovingien, ancêtre de la France médiévale. Les sources archéologiques confirment l'importance de cette période. La tombe de Childéric, découverte à Tournai, témoigne de la richesse et du prestige de la dynastie mérovingienne. Les pièces de monnaie frappées sous Clovis montrent son désir d'imiter les empereurs romains. Les restes d'églises mérovingiennes révèlent la fusion entre culture germanique et chrétienté latine. Au-delà des détails historiques, la bataille de Soissons représente un moment charnière dans l'histoire européenne. C'est le point où l'Antiquité bascule définitivement dans le Moyen-Âge. Le monde romain, qui avait dominé l'Europe pendant 5 siècles, cède la place à un monde nouveau, organisé autour de royaumes barbares christianisés. Cette transition ne fut pas aussi brutale qu'on l'a longtemps pensé. Les historiens du XIXe siècle voyaient dans les invasions barbares une catastrophe, la fin de la civilisation, le début des âges sombres. Cette vision est aujourd'hui dépassée. Nous comprenons maintenant que la transformation fut plus graduelle, plus complexe. Les Francs n'ont pas détruit la civilisation gallo-romaine. Ils l'ont transformée, adaptée, fusionnée avec leurs propres traditions. Les villes ont continué de fonctionner. Les routes romaines sont restées utilisées. Le commerce n'a pas cessé. Le latin est resté la langue de l'administration et de l'Église. Certes, certaines choses ont été perdues. Le niveau d'alphabétisation a baissé. Les compétences techniques romaines se sont érodées. L'unité politique de l'Empire a disparu. Mais de nouvelles structures ont émergé. Les royaumes barbares ont créé des formes originales de gouvernement. L'alliance entre les rois germaniques et l'Église catholique a forgé une nouvelle synthèse culturelle. La bataille de Soissons symbolise ce moment de transition. D'un côté, Syagrius représente l'ancien monde, celui des légions romaines, de l'administration impériale, de la tradition classique. De l'autre, Clovis incarne le nouveau, celui des guerriers francs, de la royauté germanique, de l'Église catholique triomphante. Quand les deux hommes s'affrontent sur le champ de bataille, c'est plus qu'un simple combat pour un territoire. C'est le choc de deux mondes, deux conceptions du pouvoir, deux visions de l'avenir. Et c'est le jeune barbare, le guerrier franc christianisé, qui l'emporte sur le général romain cultivé. Que peut-on apprendre de cette bataille vieille de 15 siècles? Plusieurs leçons émergent de l'étude de ces événements. D'abord, l'importance de l'adaptation. Clovis n'a pas réussi simplement parce qu'il était un bon guerrier. Il a réussi parce qu'il a su combiner les forces des Francs avec les atouts des Gallo-romains. Il a adopté l'administration romaine tout en conservant l'efficacité militaire germanique. Il s'est converti au catholicisme tout en restant un chef franc. Cette capacité à fusionner des éléments apparemment contradictoires a fait sa force. Ensuite, le rôle crucial de la religion. La conversion de Clovis au catholicisme n'était pas qu'une question de foi personnelle. C'était un choix politique brillant qui lui a donné un avantage décisif sur ses rivaux ariens. L'alliance entre le pouvoir royal franc et l'Église catholique allait structurer l'histoire de France pendant plus de 1000 ans, jusqu'à la Révolution française. Troisièmement, l'importance du timing. Clovis a attaqué Syagrius au moment opportun, quand le général romain était isolé, sans allié fiable. Il a su exploiter la mort de son père pour affirmer rapidement son autorité. Il a frappé vite, avant que ses ennemis ne puissent s'organiser. Quatrièmement, la cruauté calculée peut être un outil politique efficace. L'exécution du guerrier qui avait brisé le vase, l'assassinat de Syagrius, l'élimination systématique des rois francs rivaux, tout cela témoigne d'une brutalité qui nous choque aujourd'hui. Mais dans le contexte du 5e siècle, c'était la norme. Clovis n'était ni plus ni moins cruel que ses contemporains. Sa particularité était d'utiliser la violence de manière stratégique pour établir son autorité et dissuader les oppositions futures. Enfin, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Notre récit de la bataille de Soissons vient de sources franques et chrétiennes. Nous n'avons pas le point de vue de Syagrius, ni celui des soldats romains qui sont morts ce jour-là. Nous ne savons pas ce que pensaient vraiment les Gallo-romains de cette conquête. Notre vision est nécessairement partiale, filtrée à travers le prisme des chroniqueurs médiévaux qui écrivaient pour glorifier les rois francs et l'Église. 15 siècles après les faits, la bataille de Soissons continue de résonner. Elle marque le début de l'histoire de France, même si la France n'existait pas encore en tant que nation. Elle symbolise la transformation de l'Europe romaine en Europe médiévale. Clovis n'était pas un visionnaire qui planifiait la création d'une nation. Il était un chef de guerre ambitieux qui voulait du pouvoir et des territoires. Mais ses conquêtes, sa conversion, ses alliances ont créé les conditions pour l'émergence de la France. La bataille elle-même ne fut probablement pas très différente de dizaines d'autres affrontements de l'époque.
Quelques milliers d'hommes qui s'entretuent sur un champ boueux, des armes qui fendent l'air, du sang qui coule. Rien de particulièrement glorieux quand on y pense concrètement. Mais son impact fut immense. Elle mit fin à presque 5 siècles de présence romaine en Gaule. Elle propulsa les Francs au premier rang des peuples germaniques. Elle déclencha une série d'événements qui allaient façonner l'Europe pour les siècles à venir. Quand Clovis mourut en 511, 25 ans après sa victoire à Soissons, il avait transformé un petit royaume tribal en une puissance majeure. Ses descendants, les rois mérovingiens, domineraient la Gaule pendant 2 siècles. Puis viendraient les Carolingiens, avec Charlemagne qui créerait un empire pan-européen. Puis les Capétiens, qui régneraient pendant 8 siècles. Tous ces rois, d'une manière ou d'une autre, se réclamaient de Clovis. Tous voyaient en lui leur ancêtre, le fondateur de leur légitimité. La cathédrale de Reims, où les rois de France seraient couronnés jusqu'à Charles X, était celle où Clovis avait été baptisé. La fleur de lys, symbole de la monarchie française, était censée avoir été remise à Clovis lors de son baptême. Aujourd'hui, les historiens adoptent une vision plus nuancée. Ils reconnaissent que beaucoup de ces traditions étaient des constructions mythologiques postérieures. Clovis n'a pas fondé la France dans le sens où nous l'entendons. La France médiévale puis moderne, résultat de processus complexes s'étalant sur des siècles. Mais le mythe a sa propre puissance. Pendant plus de 1000 ans, les Français ont cru que leur histoire commençait avec Clovis. Avec cette bataille de Soissons où un jeune roi barbare avait vaincu le dernier Romain de Gaule. Cette croyance a façonné leur identité nationale, leur vision de leur place dans l'histoire. Peut-être est-ce finalement le vrai héritage de Soissons. Pas tant la bataille elle-même, avec ses morts et ses blessés rapidement oubliés. Pas même la fin du pouvoir romain, qui était de toute façon inévitable. Non, le véritable héritage est le mythe qui s'est construit autour de ces événements. L'histoire d'un jeune homme qui, à 20 ans, a osé défier le dernier représentant de l'empire le plus puissant que le monde ait connu. Qui l'a vaincu? Qui a fondé un royaume? Qui s'est converti à une nouvelle foi? Qui a créé les bases d'une nation qui existerait encore 15 siècles plus tard? C'est une belle histoire. Peut-être pas entièrement vraie dans tous ses détails, mais suffisamment vraie dans son essence pour avoir traversé les âges, inspiré des générations, forgé une identité collective. Voilà ce qui s'est joué ce jour de l'an 486, quelque part dans les champs boueux du nord de la Gaule, quand Clovis a écrasé la dernière légion romaine et ouvert la voie au Moyen Âge.